Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Voici le programme. La Commission européenne lance une enquête sur les subventions chinoises aux voitures électriques, une décision saluée par les constructeurs européens qui dénoncent une concurrence déloyale. De son côté, Pékin prévient d'un impact négatif sur les entreprises européennes. Va-t-on vers une guerre commerciale entre l'Europe et la Chine? Nous en débattrons. La Banque centrale européenne relève ses taux d'intérêt directeurs pour la 10e fois depuis juillet 2022. Ils sont désormais à un plus haut historique. Cette hausse est-elle la dernière? Ne risque-t-elle pas de ralentir encore plus l'activité économique en zone euro? Analyse à suivre. Enfin, il y a 15 ans, la banque d'affaires américaine Lehman Brothers faisait faillite, une faillite qui a été le point de départ de la plus grande crise financière en près d'un siècle. Les leçons de cette crise ont-elles été tirées? Nous y reviendrons dans notre rubrique Un œil dans le rétro. Et pour parler de tous ces sujets, j'accueille sur ce plateau Aurore Laluc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et députée européenne au sein du groupe socialiste et démocrate. Avec nous également sur ce plateau, Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et vous avez publié en début d'année un livre qui est en rapport avec l'actualité de ce débat aujourd'hui, le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial. Et puis pour cette première partie, j'accueille également Adina Revol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la représentation de la Commission européenne en France. On commence donc par ce coup de tonnerre pour l'industrie automobile chinoise. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête sur les subventions chinoises aux voitures électriques. Des voitures qui sont de plus en plus présentes sur le marché européen et qui sont en moyenne 20% moins chères que celles fabriquées sur le vieux continent. Les détails avec Florence Gaillard. Au Salon international de Munich, des berlines et des SUV alignés, prêts à prendre d'assaut le marché européen. Ces véhicules ne sont pas de marque allemande, ils viennent tout droit de Chine et semblent visiblement plaire aux amateurs de voitures électriques. Build Your Dreams, Leapmotor, Dongfeng, autant de constructeurs chinois qui entendent se tailler la part du lion sur ce marché très concurrentiel. Je pense que les marques automobiles chinoises peuvent atteindre le même niveau que les grandes marques européennes d'ici 3 à 5 ans. Ça va bientôt arriver, ça ne sera pas long. Les chiffres semblent d'ailleurs aller en ce sens. En 2021, la part de marché des voitures électriques chinoises était de 4% en Europe. Elle a doublé cette année. Une situation qui inquiète fortement la Commission européenne. Sa présidente, Ursula von der Leyen, vient d'annoncer une enquête sur les subventions accordées aux fabricants chinois. Les marchés mondiaux sont désormais inondés de voitures électriques chinoises moins chères que les nôtres. Et leur prix est artificiellement maintenu très bas par d'énormes subventions de l'État chinois. Cela fausse notre marché. La Commission européenne a déjà recensé plusieurs types de subventions publiques concernant les matières premières, la fabrication des batteries, l'assemblage des voitures, les développements logiciels et l'intelligence artificielle. Cette industrie est un secteur crucial pour l'économie verte de l'Union européenne. Alors les ministres allemands et français de l'économie ont salué ensemble la décision de Bruxelles, rappelant qu'en matière d'économie, il faut non seulement innover, mais aussi défendre ses intérêts. Alors je commence avec vous, Adina Revol. Vous êtes donc porte-parole de la Commission européenne, de la représentation de la Commission européenne en France. D'abord, un commentaire sur cette enquête. Est-ce que l'Union européenne, la Commission européenne, peut aujourd'hui prouver concrètement que la Chine subventionne de manière déloyale son industrie des véhicules électriques ? Alors, l'Union européenne reste ouverte, mais comme l'a rappelé la présidente dans son discours, la concurrence doit être équitable. Et elle l'a dit, le prix des voitures chinoises aujourd'hui qui inondent le marché mondial est tenu artificiellement bas. La Commission, le reportage l'a montré, a déjà collecté un certain nombre de données et de preuves en ce sens. L'enquête a été lancée, a été annoncée par la présidente de la Commission. Maintenant, l'enjeu, c'est de démontrer que ces subventions, justement,
justement constitue un avantage déloyal vis-à-vis de l'industrie européenne. Et on reste dans le cadre de l'OMC, des règles de l'organisation. Donc ça va passer devant l'Organisation mondiale du commerce. Et donc cette enquête doit durer au maximum 13 mois. Et d'ailleurs, le dialogue avec les autorités chinoises va continuer, puisque Valdis Dombrovskis, donc le vice-président de la commission en charge du commerce, va se rendre à Pékin dans les jours à venir. Donc il va y avoir des discussions avant de prendre quelconque mesure de rétorsion de la part de l'Union européenne, si c'est envisagé. Alors la présidente a fait cette annonce. L'enquête sera lancée dans les prochains jours. Et puis ensuite, donc pour conclure cette enquête, il y aura 13 mois au maximum. Et puis j'aimerais insister sur un point, la présidente l'a rappelé dans son discours. Cette annonce s'inscrit aussi dans une stratégie plus globale de l'Union européenne, celle de la réduction des risques. Il ne s'agit pas d'un découplage vis-à-vis de la Chine, puisque nous avons des sujets sur lesquels nous devons continuer le dialogue, notamment des sujets liés au réchauffement climatique, par exemple, à la lutte contre des enjeux globaux sur lesquels l'Union européenne ne peut pas peser toute seule. Donc nous allons continuer le dialogue avec les autorités chinoises. Aurore Lahuque, concrètement, qu'est-ce qui peut changer avec cette enquête? Est-ce que la Chine, par exemple, peut moins subventionner son secteur? Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. En fait, ce qui est marrant dans cette annonce, c'est que l'Europe commence à sortir d'une forme de naïveté, c'est-à-dire qu'elle se rend compte que la concurrence, en fait, elle a toujours été faussée. C'est-à-dire que les Américains ont toujours fait une dose de protectionnisme. Les Chinois, je n'en parle même pas, que les subventions ont toujours existé, etc. Donc, on commence à en prendre conscience parce que là, on est sur un marché, effectivement, hautement stratégique. Donc, il faut vite qu'on réagisse, qu'on ne fasse pas la même erreur que nous avons pu faire avec les panneaux solaires, par exemple. Donc, l'idée, c'est de commencer à envoyer un signal, mais il ne s'agit pas d'envoyer un signal, il s'agit d'agir. On est dans un moment historique qui a changé. L'Europe a les moyens d'agir. Et il va falloir qu'elle les trouve, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la situation du début du mandat de la Commission européenne. Les blocs se sont reformés. Donc il faut des subventions, il faut de la politique industrielle, il faut se donner les outils de la politique industrielle, c'est-à-dire des subventions. En fait, on sait très bien, on n'a pas besoin d'une enquête pour savoir que les Chinois subventionnent en permanence leur industrie. Par ailleurs, avec les Chinois, il n'y a pas que ce problème-là. Il y a des problèmes d'ordre démocratique. Il y a la question des Ouïghours. Il y a plein de sujets. J'avertis juste, ne faisons pas la même erreur avec la Chine que nous avons pu faire avec la Russie, c'est-à-dire qu'on s'est mis entre les mains de la Russie avec une dépendance au gaz. Attention de ne pas faire la même chose avec la Chine. C'est pas un allié. Alors, je ne dis pas qu'il faut traiter absolument tous les pays comme des ennemis potentiels, mais n'empêche qu'on est dans un moment tout à fait particulier. Il faut être en capacité d'avoir une vraie souveraineté et d'être un continent de producteurs. Alors, un continent de producteurs, Christian Saint-Etienne, l'Europe l'est-elle? Est-elle en train d'améliorer sa compétitivité, son industrie, sa souveraineté avec les décisions qui ont été annoncées récemment? On a vu beaucoup d'annonces en matière d'investissement dans l'industrie, en matière stratégique. Et dans ce contexte-là, est-ce qu'il faut faire attention justement à la compétition qui vient d'ailleurs, que ce soit de Chine ou encore des États-Unis qui subventionnent également leur industrie verte? Alors, il y a des constantes et des choses qui ont beaucoup changé depuis 5 ans. Les constantes, je suis désolé, mais c'est que l'Union européenne s'est bâtie sur le tout consommateur. C'est-à-dire qu'on a... Mais c'est pas d'hier, c'est pas von der Leyen, ça fait 50 ans en fait. Et donc l'idée, c'était que si on était dans un monde ouvert... Il y avait 2 idées fondamentales. La première, c'est que si on était dans un monde ouvert, tout était toujours disponible à partir du moment où on payait. Donc, on n'avait pas besoin de produire des microprocesseurs, il suffisait de payer. On n'avait pas besoin de produire des batteries, il suffisait de payer, ainsi de suite. Les matières premières, c'est la même chose, il suffisait de payer. Donc, on était dans cette vision qui était déjà radicalement fausse il y a 50 ans. On l'a découvert avec le Covid ou un peu avant? Non, mais ça s'est aggravé avec le Covid. Lorsque on s'est réveillé un jour et on n'avait pas de masque, on n'avait pas de test pour... le Covid. Ensuite, c'est pire encore, on n'avait pas de microprocesseurs. Nous sommes dans une révolution industrielle depuis 40 ans qui est fondée sur les microprocesseurs et l'informatique.
Mais ce n'était pas la vision européenne. La vision européenne, c'était un monde ouvert. Et la principale... Moi, je ne suis pas contre un monde ouvert, mais avec réciprocité, ce qui est le minimum. Or, l'ancien président, juste avant von der Leyen, le luxembourgeois... Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker, juste avant de partir, dans les semaines ou les jours avant de partir, alors qu'il est resté président 10 ans, a dit, il y a quand même un petit problème, 99% de la commande publique en Chine est fermée aux Européens, alors qu'ils ont accès à 97-98% de la commande publique européenne. Et ça fait juste 30 ans qu'on le sait. Donc c'est marrant. Donc un réveil tardif selon vous. Est-ce qu'on peut justement en quelques mots rattraper ce retard? Est-ce que cette prise de conscience et les mesures qui sont en train d'être annoncées progressivement, plus l'enquête, etc., peuvent permettre de rattraper ce retard en matière de concurrence, de marché équitable? Alors, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Il y a un premier niveau qui est qu'on ne change pas de doctrine fondamentale comme ça du jour au lendemain. On ne va pas passer malheureusement du tout consommateur au tout producteur parce que il faut être extrêmement direct. Le seul principe réel d'organisation de l'Europe au sein du traité de Rome, c'est le principe de concurrence. C'est le seul levier véritable de puissance de la Commission européenne. C'est elle qui dit si quelque chose relève de la concurrence ou bloque la concurrence. La Commission ne peut pas renoncer à son levier principal de puissance vis-à-vis des États. Donc, c'est un problème clé. Le deuxième élément, c'est que très rapidement, la France s'est terriblement affaiblie depuis 20 ans en lien avec sa désindustrialisation. Et qu'on le veuille ou non, ça me fait de la peine évidemment de le dire, mais il faut regarder les choses lucidement. C'est l'Allemagne qui a pris le leadership en Europe depuis une quinzaine d'années. Or, l'Allemagne a toujours bloqué toutes les investigations de... Sauf cette dernière. Alors, attendez, c'est pas fini. Et notamment sur, comme vous l'avez rappelé à juste titre, les panneaux photovoltaïques. Ce sont les Allemands qui ont subi le choc le plus violent quand cette industrie a été éradiquée, parce qu'ils avaient la deuxième industrie mondiale de panneaux photovoltaïques et ça a été éradiqué. Mais on a vécu pendant 15 ans en Allemagne, dans le paradigme donc Merkel, qui était on importe du gaz russe pas cher et on vend des machines-outils, des voitures en Chine. Est-ce qu'on a pris conscience aujourd'hui aussi de ce déséquilibre? Mais c'est pareil, les Allemands, ils ne changent pas du jour au lendemain. Donc, ils ont essayé de trouver des alternatives au gaz russe, mais aller expliquer à toutes les ETI allemandes que on va peut-être, si on prend des mesures qui protègent le marché européen, avoir des réponses chinoises, ça va être compliqué à faire passer. Adina Rövel, ça va prendre du temps de faire face à cette concurrence, que ce soit de la part de la Chine, on voit cette enquête, mais aussi de la part des États-Unis. On a vu aussi la Commission européenne s'inquiéter de cet Inflation Reduction Act, ce plan américain massif de subventions aux énergies renouvelables, aux véhicules électriques, puisque c'est le sujet dont on parle aujourd'hui. Et est-ce qu'on réagit différemment avec la Chine? On ouvre cette enquête, on ouvre un peu les hostilités d'une certaine manière. Et avec les États-Unis, on dit on va essayer de faire comme vous, mais il n'y a pas cette même relation. Alors, j'aimerais juste revenir sur ce que vous venez de dire. C'est un vrai débat. En fait, le marché intérieur, vous avez raison de le mentionner, en fait. Le marché intérieur, c'est notre force, en fait. Ça fait 30 ans qu'on l'a. Et puis, si l'Union européenne, c'est 15% de la richesse mondiale, c'est grâce à notre marché intérieur. Enfin, le problème, quand même, c'est qu'il y a un petit problème dans le discours. C'est qu'on était à 25% il y a 20 ans et on s'affaiblit. Donc, ça veut dire que le marché intérieur, c'est une chance aussi pour les importateurs en Europe. Mais justement, dans le discours, la présidente a parlé du commerce mondial qui doit justement, l'Union qui doit rester ouverte, mais de manière intelligente. Et je rappelle que le commerce, en fait, en France, c'est 4 millions d'emplois, c'est 14% de l'emploi français, en fait, qui est généré par le commerce. Donc, l'ouverture, ça a du bien. Après, je pense que la compétitivité de l'Europe, de l'industrie européenne, de l'économie européenne, ne peut pas être construite sur la défense commerciale.
Donc c'est là qu'on doit agir. Et ce qu'on a fait avec le plan de relance, par exemple, on a investi massivement 200 milliards d'euros dans la transition climatique. Vous avez parlé de semi-conducteurs. C'est dans le plan de relance de tous les États membres des investissements massifs dans les semi-conducteurs parce que vous avez raison. Investir, ces investissements, c'est des investissements aussi qui prennent la forme de quoi? De subventions. Est-ce qu'on subventionne comme les États-Unis, comme la Chine? Est-ce qu'on fait ça à la même hauteur? Aurore Lalucq, et puis vous réagirez. Non, et c'est profondément idéologique et ça a été parfaitement résumé. J'étais la dernière fois devant Madame Vestager. Madame Vestager, qui s'occupe de la concurrence et qui est commissaire au niveau de la Commission européenne, reste dans un logiciel de croyance des vertus de la concurrence pure et parfaite, comme si ça existait. Et la réponse des Européens, d'ailleurs, à l'Inflation Reduction Act américain était parfaitement significative. Tout d'un coup, ils se sont dit, attention, on va aller à l'OMC. On les regardait tous en disant, mais non, vous n'allez pas aller à l'OMC. Enfin, qu'est-ce qu'ils en ont à faire, les États-Unis? Ensuite, on aura une réponse dans 15 ans. Dans 15 ans, donc merci beaucoup, ce sera trop tard. Ensuite, ils ont été chouinés, pardon, mais excusez-moi, ils ont été pleurnichés auprès des Américains pour que les Américains fassent autrement. Ben non, en fait, les Américains mettent l'idéologie dans les finalités et pas dans les moyens. Et nous, en Europe, on fait l'inverse. On met l'idéologie dans les moyens et pas dans les finalités. Et donc, finalement, les subventions, c'est mal. Mais donnez-moi l'exemple d'un pays qui a fait une politique industrielle sans subventionner, sans choisir quel type de travailleurs il allait former. On n'a plus de soudeurs en Europe. On fait venir des soudeurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, des États-Unis. Donc il y a un vrai sujet. Et maintenant, si on veut aujourd'hui se donner l'ambition les moyens de notre ambition, il faut que l'Europe s'outille. Et c'était le manque dans le discours. S'outiller en subventionnant? Mais en tout. Et on ne le fait-on pas? Et des stratégies. Et c'est ce qui manquait dans le discours de la présidente de la Commission européenne. C'est-à-dire que c'était des paroles. Et on nous disait, oui, mais concrètement, les actes, les moyens, avec quel outil? Ce plan, et je reviens vers vous pour conclure, Adina Revol, ce plan annoncé au printemps par la Commission européenne aussi pour répondre à l'Inflation Reduction Act, ces investissements, ces soutiens à l'économie verte, ce n'est pas l'Europe qui prend conscience aussi de l'importance stratégique de ce secteur, qui essaye de mettre les moyens, comme la Chine, comme les États-Unis, qui essayent d'être à la hauteur de la réponse? Écoutez, ça fait 30 ans qu'on essaye de mettre en place un Buy European Act. On n'y est pas arrivé. Et ce qu'on est en train de faire, c'est un Buy China Act. C'est-à-dire que, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est le grand risque devant lequel nous sommes, c'est que, alors même que la Chine est le premier pollueur mondial, elles deviennent simultanément le premier producteur de batteries, de panneaux photovoltaïques. On essaie de relocaliser tout de même ces batteries. Il y a eu pas mal d'annonces d'usines, pas de subventions pour les voitures électriques si les batteries viennent de l'étranger. Les ingrédients viennent quand même de Chine. Et puis, également, ça ne couvrira pas la totalité de la production européenne. Mais si, dans le même temps, on a pour les batteries exactement ce qu'on a pour le gaz. Quand il y a eu la crise du gaz l'hiver dernier, les Américains nous vendaient à l'Europe leur propre gaz 4 fois plus cher que le prix auquel les Américains achetaient leur gaz. Donc les Chinois peuvent parfaitement faire la même chose, nous envoyer des batteries ou des éléments de batterie qu'ils nous feront payer 2 fois plus cher que ce qu'ils feront payer à leurs producteurs. Je vais laisser Adina Revol répondre. Une stratégie nationale. Donc c'est pas mal ce que fait la Commission européenne. C'est pas assez, pour faire simple, c'est 15 ans trop tard et c'est 10% de ce qu'il faut faire, mais c'est bien. Adina Revol, mieux vaut tard que jamais. Quand on met les moyens, on peut y arriver? Mais je ne pense pas que la Commission européenne soit en retard. Je vous dis pourquoi. La présidente von der Leyen a été élue par le Parlement européen justement sur un programme de pacte vert. Et ce pacte vert, elle l'a défendu depuis décembre 2019 avec des investissements massifs. Dans le plan de relance, je parlais tout à l'heure de 200 milliards d'investissements dans la transition climatique. Et c'est des investissements très concrets. Vous avez parlé des batteries, des semi-conducteurs, des usines à hydrogène. Parce qu'on se donne aussi... Donc, le pacte vert, ça a toujours été une révolution industrielle. Ça a été pour la planète, mais ça a aussi été pour que l'Europe devienne, en fait, que l'industrie verte 2030 soit faite en Europe. Et je finis sur ça. On s'est donné aussi, parce que l'Union européenne, c'est aussi un pouvoir réglementaire. Donc, on a proposé, et c'est d'ailleurs en discussion au Parlement européen, au Conseil, on a proposé qu'en 2030, 40% de l'industrie verte soit faite dans l'Union européenne, justement pour éviter qu'il y ait une trop dépendance envers...
envers, laissez-moi finir justement sur ce sujet, sur un certain nombre d'industries critiques. Et par ailleurs, nous avons aussi proposé un autre acte législatif important pour les matières premières rares. Donc, on a un objectif justement pour qu'il y ait plus de dépendance, comme vous l'avez mentionné. Donc, soutenir toute la filière des véhicules électriques, des énergies. Après, c'est une puissance réglementaire. Après, il faut les réglementations. Après, il y a de nombreux sortir de la puissance réglementaire et utiliser tous les moyens qu'un État utilise pour faire de la politique industrielle. C'est ça le sujet, c'est que ça a été résumé. En fait, l'Europe, c'est une puissance réglementaire. Maintenant, il faut que ce soit une puissance politique, une puissance économique, qu'elle sorte un peu de puissance politique et de politique monétaire dont on va parler. Si je peux juste réagir par rapport à ça rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. Nous avons connu la crise énergétique, effectivement, comme vous l'avez mentionné. Il y a eu, au niveau des aides d'État, 740 milliards d'euros qui ont été donnés par les différents États membres pour faire face justement à la crise énergétique. Mais attention, on ne peut pas fonctionner qu'avec des aides d'État parce que du coup, certains États qui peuvent le faire, ils aident massivement et les autres n'aident pas. Et on met en danger au niveau de toute l'Europe. Et justement, au niveau de l'Union européenne, on a le budget de l'Union européenne et on a un instrument d'ailleurs qui est en discussion maintenant au Parlement européen qui s'appelle STEP, qui justement aide pour l'industrie de demain, pour investir massivement dans l'industrie de demain. Merci Adina Revol. Malheureusement, on ne vous mettra pas tous d'accord, mais on redébattra de ces sujets. Les sujets européens seront dans l'actualité, notamment à l'approche des élections européennes. Je vous promets, vous reviendrez tous. Merci beaucoup Adina Revol d'avoir participé à cette émission. Alors on va parler maintenant d'un autre défi pour l'industrie européenne, c'est la remontée des coûts d'emprunt. Pour la 10e fois depuis juillet 2022, la Banque centrale européenne a relevé ses principaux taux directeurs, une hausse de 0,25 points de pourcentage qui porte le taux de référence à 4%, son plus haut niveau depuis la naissance de l'euro en 1999. Pour rappel, ce taux était à moins 0,5% en juin 2022, avant le début de ce cycle de hausse des taux. Des hausses de taux qui ont aussi pesé sur l'activité économique en zone euro. La croissance du PIB devrait ralentir cette année à 0,7%, avant de remonter légèrement à 1% en 2024 et 1,5% en 2025. Mais ce qui a pesé dans la décision de la BCE, c'est l'inflation. L'inflation qui reste élevée, vous le voyez, soutenue par les prix de l'énergie et la hausse des salaires. Elle devrait atteindre 5,6% en moyenne cette année en zone euro, quasiment 3 fois plus que l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne. Écoutez la présidente de la BCE, Christine Lagarde. L'inflation continue de ralentir, mais devrait toujours rester trop forte pendant une trop longue période. Nous sommes déterminés à faire en sorte que l'inflation revienne rapidement à notre objectif de 2% à moyen terme. Afin de renforcer la progression vers cet objectif, le Conseil des gouverneurs a décidé aujourd'hui de relever les 3 taux d'intérêt directeurs de la BCE de 25 points de base. Et pour parler de cette hausse des taux en zone euro et de ses conséquences sur l'économie et les marchés financiers, j'accueille en plateau Alexandre Baradez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des analyses marchés chez IG France. Alors, contrairement à ce qui se passe d'habitude sur les marchés financiers, quand une banque centrale, et en l'occurrence la BCE, augmente ses taux d'intérêt, on n'a pas vu l'euro grimper face au dollar, on l'a vu baisser. On n'a pas vu les marchés clôturés dans le rouge jeudi, baissés vendredi. Au contraire, on les a vus plutôt optimistes. Est-ce que pour les marchés, cette hausse des taux est la dernière et est-ce qu'ils anticipent déjà des baisses de taux en 2024 ? Vous avez déjà donné une partie de la réponse, c'est que la réaction des marchés, notamment des marchés actions, positive hier, vient de ça, vient du fait que déjà dans le communiqué de la Banque centrale européenne, ce qui n'était pas le cas dans le communiqué précédent, il est indiqué que les niveaux déjà atteints par les taux, donc déjà une notion d'atteinte et le choix du verbe et du temps de ce verbe est important, le niveau que les taux ont atteint est désormais jugé suffisamment restrictif pour que, maintenu sur une durée suffisamment longue, ils parviennent à faire converger l'inflation vers l'objectif. Et donc, ça sent très clairement ce qu'on appelle le taux terminal, le pic sur les taux. Il y a 3 taux principaux. Et c'est ça que les marchés ont apprécié parce qu'il y a une inflation en zone euro qui est plus importante qu'aux États-Unis. L'inflation en zone euro, c'est 5,3% à la fois sur l'inflation globale et l'inflation au cœur. Alors, donc, c'est l'inflation hors alimentation et hors énergie. Alors qu'aux États-Unis, on est désormais à 4,3% sur l'inflation hors alimentation et hors énergie. Donc, la crainte, c'était que la BCE procède encore à une voire 2 hausses de taux. Une crainte que ne partageait pas nous, mais qui pouvait être une crainte parce que le mandat, pour l'instant, n'est pas rempli. On rappelle, le mandat, c'est 2%.
5%. À 5,3%, vous n'êtes pas dans le mandat. Mais on voit bien que la Banque centrale européenne, sans forcément le dire, mais en ajustant ses anticipations de croissance, et peut-être aussi par rapport à l'état de santé de l'Allemagne en ce moment, a aussi lorgné un petit peu du côté de l'économie européenne. On a vu des indices d'activité qui ont beaucoup décroché en Allemagne d'un mois à l'autre, notamment dans les services par exemple. On sait qu'en Allemagne et dans plein de pays européens, c'est la partie manufacturière qui était déjà contractée, donc là-dessus il n'y a pas trop à regarder. Mais c'est la partie service qui, elle, est inflationniste, comme aux États-Unis. Et c'est ça le cœur de bataille des banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique, c'est la partie des services. Et comme on a vu que ces indices d'activité dans les services, des indicateurs avancés, donc qui sont censés prévoir un petit peu la suite, commençaient à entrer en zone de contraction en Allemagne, je pense que la quasi-pause qui a été actée, même si Christine Lagarde s'en est défendue, le choix des mots a quand même été important. Et de concert aujourd'hui, ce matin, plusieurs membres de la BCE ont embrayé dans ce sens-là, laissant penser qu'effectivement, il y a une bonne probabilité que ce soit la dernière hausse du cycle. Peut-être aura la dernière hausse des cycles, mais on ne sait pas ce qui nous attend cet hiver. Les prix du gaz, de l'énergie vont-ils grimper si on a un hiver trop rude, si on n'arrive pas à se fournir en énergie? Est-ce qu'il y a cette instabilité qui persiste parce qu'on ne sait pas vers quelle inflation on se dirige, on ne sait pas ce qui nous attend? Alors pour l'instant, on ne partira pas dans le même état cet hiver que l'hiver précédent, c'est-à-dire que les cuves en gros sont plutôt pleines pour le dire clairement. Premier point. Deuxième point, la Banque centrale européenne est dans une situation très difficile, comme toujours, parce qu'elle doit tout faire, politique monétaire, pallier le fait qu'on n'ait pas de budget, stabilité financière, et faire en sorte qu'on n'ait pas les spreads qui explosent. Donc juste pour rappel, spread, écart de taux entre les pays, avec l'Allemagne qui est la référence. Exactement, qu'on n'ait pas une crise des dettes souveraines. Ensuite, cette inflation, elle est due en premier, il faut le rappeler, par c'est de l'inflation importée, prix de l'énergie. Un taux d'intérêt ne peut rien faire là-dessus. Ensuite, la Banque centrale européenne nous dit que 2 tiers de l'inflation vient des super profits. Un taux d'intérêt ne peut rien faire là-dessus. La Banque centrale européenne se cale plutôt en fait sur ce qui se passe aux États-Unis. On avait prévenu que l'IRS, il crée un peu d'inflation et de surchauffe. Les taux d'intérêt suivraient côté européen. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, le problème, c'est que on est en train de subir aussi d'un point de vue de la stabilité financière, la hausse des taux, et je trouve que c'est là où ça devient inquiétant. On a une petite contraction de la demande, effectivement la croissance se tasse un peu, moins de rentrées pour les États. En plus, un État français qui a emprunté de manière, disons, exotique, ce qui fait que l'État ne pourra pas forcément jouer son rôle contracyclique en cas de problème. Et par ailleurs, augmentation des défaillances d'entreprises. Les grosses entreprises qui s'étaient beaucoup endettées pendant les moments de taux bas, certaines qui ont des fondamentaux pas très solides, commencent à tanguer, Casino, Altis, etc. Du côté des PME, on paye le prix fort des taux d'intérêt. Donc on a une augmentation des faillites d'entreprises. Alors certes, on revient au niveau d'avant Covid, mais n'empêche que ça impacte les banques. Les banques qui sont fragilisées parce que la hausse des taux, ça dégrade leur bilan. Donc on est dans une situation, à mon avis, quand même assez tendue du point de vue de la stabilité financière, et c'est vraiment à surveiller, à mon avis. Christian Saint-Etienne, on souffre aussi, comme le disait Aurore Lalucq, du fait que la Banque centrale européenne doit tout faire, de l'absence d'un budget au niveau européen. Cette hausse des taux, au final, elle a un impact plus important qu'aux États-Unis sur l'économie? Alors il faut faire un petit retour en arrière. La Banque centrale, de mon point de vue, a trop tardé à remonter les taux. Par rapport aux États-Unis? Par rapport aux États-Unis, mais par rapport à la situation économique. Après avoir trop tardé, elle les a augmentés extrêmement brutalement, sans que les agents économiques aient réellement pu l'anticiper, avec des conséquences extrêmement sévères. Donc la question, effectivement, c'est... aux États-Unis, on anticipe déjà 2 à 3 baisses des taux éventuellement en 2024. En Europe, il ne faut pas qu'on soit trop en retard en 2024 dans la baisse. Alors effectivement, c'était déjà important qu'on annonce que c'était le pic, sous réserve que ce le soit vraiment. Mais il faudra que la Banque centrale soit extrêmement vigilante sur ce point, sachant qu'il y a un autre débat absolument clé, qui est l'optimum. Alors, l'optimum a été défini en 1998, quand on a créé la BCE, juste avant l'entrée dans l'euro au 1er janvier 1999. C'est la Banque centrale qui a auto-défini la stabilité des prix comme une hausse de 2% par an. Il faut revoir cet objectif. Alors, il y a eu un débat récurrent depuis 10 ans sur le fait de savoir si finalement ça pourrait aussi être 3%. Personnellement, je défends une bande de fluctuation
qui est, depuis plusieurs années d'ailleurs, qui est qu'on pourrait avoir une fluctuation sur un objectif de 2%, mais avec plus ou moins un point de pourcentage, c'est-à-dire entre 1 et 3. De fait, d'ailleurs, la Banque centrale n'a pas été si gênée que ça pendant la longue période où on a eu une inflation à 1%. Donc pourquoi devenir hystérique si elle tombe en dessous de 3 ? Alors, comme tout le monde, quand on est au-dessus de 3, ça risque d'entraîner des mécaniques qu'on ne contrôle plus. Mais franchement, si on revenait à 2,5, il n'y a aucune raison de conduire une politique monétaire beaucoup trop stricte, parce qu'on parle de la hausse des taux, mais on ne parle pas de la réduction de la liquidité qui est en cours et qui est extrêmement rapide. Alexandre Baradez voulait réagir, et puis aussi beaucoup de conséquences de cette remontée rapide des taux. Oui, alors il faut quand même voir que la vigueur d'intervention de la Banque centrale européenne depuis quelques mois, donc c'est 10 hausses consécutives, c'est un record, une telle vitesse, et côté États-Unis c'est pareil, ça vient aussi après une expansion du bilan, c'est-à-dire que les mesures prises par la BCE se mesurent via la taille de son bilan. Le bilan a grossi 3 500 milliards à peu près. Il a donc quasiment doublé, mais presque doublé en l'espace de quelques mois, simplement quelques trimestres. Donc il faut bien se rendre compte que la puissance d'intervention de la BCE à l'époque, comme celle de la Fed, c'était face à une menace nouvelle, carrément systémique, c'était le Covid, et dont on ne connaissait pas les conséquences, si vous voulez. Donc cette réaction a été d'une violence extrême en termes d'assouplissement monétaire, des taux de dépôt à moins 0,75%. Les banques parlaient de l'argent quand elles déposaient au guichet de la BCE, c'est quand même des mesures assez exceptionnelles. Et finalement, on retrouve, regardez aujourd'hui le taux 10 ans de la France ou le taux 10 ans de l'Allemagne, c'est des niveaux qu'on avait vus la dernière fois en 2011-2012. Donc, c'est pas non plus l'âge de pierre, et c'est un retour à des niveaux de taux en zone euro qui sont plus normaux. La normalité en zone euro. C'est la normalisation qui Voilà, c'est la normalisation. La normalité, c'était les taux négatifs et les taux zéro. Mais en revanche, je suis d'accord sur le fait que désormais, et c'est ça tout l'exercice et la finesse de doigté des banques centrales désormais, c'est de bien voir le croisement des courbes. Si vous voulez, il y a l'inertie de toute la politique qui est déjà embarquée et qui va encore produire ses effets. La Fed estimait que c'était 2 à 3 trimestres à peu près de décalage entre le moment où vous faites les hausses et où elles produisent pleinement leurs effets. Donc toutes les hausses faites encore récemment vont encore produire leurs effets au moment où l'économie européenne ralentit. Et le pari de la BCE, il est probablement là, c'est de considérer que le ralentissement économique, le ralentissement de la demande surtout, c'est la consommation qui était forte aussi, dans les services notamment, que le ralentissement économique fera le job, quitte à peut-être passer, parce qu'on a vu un peu en Allemagne, une petite phase de contraction économique, le tout étant de ne pas replonger en récession forte, parce que là, vous seriez obligé de refaire des stimuli fiscaux et monétaires, ce que personne n'a envie de faire. Et ces stimuli, on n'a plus les moyens, comme vous le disiez, de les faire, avec des taux d'intérêt qui remontent, des États qui aujourd'hui, s'ils veulent soutenir l'économie, doivent payer beaucoup plus cher. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que quand on a eu plusieurs débats, vous imaginez bien avec Christine Lagarde au Parlement européen, elle insistait beaucoup sur la nécessité d'avoir une politique budgétaire, et donc aussi, in fine, d'avoir une fiscalité. Voilà, c'est un débat qui est revenu aussi à ce moment-là, en disant, écoutez, les amis, la Banque centrale européenne ne pourra pas tout faire. Il va falloir qu'on ait un soutien des États membres pour avoir, soit pour aider, en fait, les gens, tout simplement, soit pour pouvoir baisser aussi les prix. Et dans ce cas-là, je pense que c'était aussi une adresse à certains gouvernements en disant, mettez la pression sur certaines entreprises qui font beaucoup trop de marge. On a ce cas en France, les prix réglementés d'électricité. Donc la question de la taxation des super profits, est-ce que c'est une question qui se pose, Christian Saint-Etienne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les taux qui remontent, il y a les États qui doivent payer de plus en plus cher, qui ont moins de marge de manœuvre pour aider les ménages, soutenir l'économie. Est-ce qu'il faut penser à de nouvelles rentrées fiscales, à une baisse des dépenses? Comment trouver cet équilibre? Taxer les super profits, réduire les dépenses? Compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, là, ce n'est pas le moment de surtaxer les banques, parce qu'il ne faut pas oublier que structurellement, on n'est pas dans la même situation que les États-Unis. Pour faire simple, aux États-Unis, les entreprises se financent à hauteur d'un tiers auprès des banques. En Europe, c'est plus des 2 tiers. Donc si on affaiblit les banques, on met en l'air toutes les PME, les ETI, même une partie des grandes entreprises. Donc, dans ce moment critique, la question centrale, c'est plutôt si on doit peser. Je ne conseillerais pas de passer par le réglementaire, mais plutôt par l'influence des États pour pousser les banques qui en ont les moyens, et les banques françaises sont plutôt très très bien gérées. On n'aime pas en France la finance, mais il se trouve que c'est un de nos avantages comparatifs. Et elles ont déjà fait beaucoup. On a la BPI, mais je pense que les banques commerciales pourraient faire davantage pour investir en fonds propres dans les entreprises, dans un moment où, comme on a donc financer l'économie, des banques qui financent l'économie. Oui, mais c'est un moment très particulier, puisque c'est une révolution structurelle, c'est une transformation du système
système économique. Et si les banques investissent de manière intelligente, il faut se souvenir que dans toutes les grandes transitions du passé, dans les années 1870-1880, quand on aborde la deuxième révolution, ou dans les années 50, 60, 70, en Allemagne, ils continuent de le faire. C'est pas une spécificité française. C'est que les banques peuvent agir en fonds propres pour faciliter la croissance des entreprises. Et puisqu'on parle des banques aussi. Et il y avait le circuit du Trésor. Puisqu'on parle des banques, et avant de terminer cette émission, on va revenir très vite sur ce qui s'est passé il y a 15 ans. Vous vous souvenez sans doute de ce qui s'est passé le 15 septembre 2008. La banque d'affaires américaine Lehman Brothers faisait faillite, laissant une ardoise de 691 milliards de dollars, plus de 25 000 salariés sans emploi. Cet événement a aussi été le point de départ de la plus grande crise financière en près d'un siècle. Il a également entraîné une profonde transformation du paysage bancaire avec un durcissement des normes à la clé. Alexandre Baradez, est-ce que les leçons ont été tirées? Est-ce qu'aujourd'hui, le système bancaire est plus sain? Alors, leçon tirée, si on regarde par exemple, on compare l'immobilier, malgré la phase d'euphorie qu'il y a eu aux États-Unis post-Covid, où les prix ont flambé et où le nombre de transactions a été multiplié, on est très très loin des excès qui avaient amené à la crise des subprimes. Justement, vous regardez le nombre de permis de construire, mise en chantier, vente de logements neufs, anciens. On n'a jamais retrouvé ces niveaux-là, et tant mieux, ce qui étaient des niveaux effectivement absolument stratosphériques à l'époque. Et pour faire simple à l'époque, c'est que les banques avaient pris des risques, les ratings, les notes de leurs clients n'étaient pas bien faites, les ratios prudentiels étaient trop faibles. On a assaini tout ça. Donc il y a eu ce qu'on appelle le Dodd-Frank Act après la crise des subprimes, donc c'était fait en 2010, qui était plus de 240 règlements qui ont été sortis d'un coup, qui visaient à protéger le consommateur, visaient à protéger, à séparer certaines activités bancaires, à élargir la supervision aussi. Par exemple, on a élargi la supervision plus seulement aux banques, mais aux institutions financières non bancaires, ce qu'on appelle un peu la finance de l'ombre aussi, et donc qui permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus large des risques pris. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde, et je vais faire très court, le prochain risque, il pourrait, je ne pense pas venir des banques, justement, qui sont déjà bien régulées. Et on a vu qu'après le stress bancaire de mars, là, aux États-Unis, on a encore changé un petit peu la réglementation, où certaines banques étaient passées un peu sous les radars, ils reviennent. Ça pourrait plutôt venir de l'immobilier commercial, ça on en a beaucoup parlé, et aussi peut-être, effectivement, de toutes ces institutions financières non bancaires dont la taille a été démultipliée, qui jouent le rôle de financeurs, de capital risque, etc. Laluc, il y a toujours un risque bancaire Oui, parce que la réglementation qui devait être mise en place n'a pas été entièrement mise en place suite à la crise de 2008. Elle a été édulcorée, sous la pression de l'État français d'ailleurs. Elles seront mises en place vraiment en Europe d'ici à 2030. Aux États-Unis, ça a été détricoté par Trump à partir de 2016. Ensuite, la sphère financière a explosé. On est passé de 220 000 milliards, si ma mémoire est bonne, d'après Gisèle Coupé-Soubeyran, de dollars à 550 000. Donc ça explose. Ensuite, ce qui s'est passé la dernière fois, ça s'est pas bien passé. C'est-à-dire que la dernière fois, vous parlez de mars aux États-Unis et Crédit Suisse. C'est seulement 0,5% des actifs mondiaux qui ont fait faillite. Il y a eu tout de suite une contagion. Entre les superviseurs, finalement, ça s'est pas bien parlé. Et puis ce qu'on avait dit surtout, c'est plus jamais ça. Plus jamais on viendra renflouer les banques. Les banques feront faillite toutes seules et tout ira bien. Ça s'est pas passé. J'ajoute une chose, la hausse des taux d'intérêt crée de toute façon des moins-values latentes obligataires. Et ça, c'est tout à fait déstabilisateur. Donc attention, je ne dis pas qu'il va y avoir une crise. Il faut rester prudent, Christian Saint-Etienne, ça se passe par vague à chaque fois. Oui, il faut rester prudent et surtout, au niveau français, il y a un besoin de consolidation des finances publiques. C'est le pays qui est le plus en retard dans l'exercice de consolidation. On a un problème de dépenses publiques qu'on n'arrive pas à contrôler. Ça peut avoir un impact sur les banques ? Oui, indirectement, puisque les banques sont les principaux financeurs de l'État dans tous les pays européens, puisqu'elles détiennent dans leur portefeuille obligataire beaucoup de dettes publiques. Donc il faut que les États apparaissent solvables. C'est un sujet clé sur le moyen terme. Bon, il n'y a pas de risque demain matin pour l'État français, mais sous réserve qu'on se donne l'objectif de réduire beaucoup plus significativement le déficit que ce que le gouvernement actuel envisage. Merci beaucoup Christian Saint-Etienne. Merci Alexandre Baradez et merci à vous Aurore Laluc d'avoir partagé avec nous vos analyses. Un grand merci également à l'équipe de la production en régie ainsi qu'à Farah Bouchrak et Florence Gaillard pour leur aide précieuse à la préparation de cette émission. Au revoir.